eat ice and drink French wine and be above vulgar economy. Alors, il s'agit ici d'une citation de Jane Austen, tirée non pas de ses romans, mais de ses lettres, d'une lettre écrite à sa sœur Cassandra en juillet 1808, alors que Jane se réjouit de rejoindre leur très riche frère Edward Knight, propriétaire du domaine de Godmersham, et qu'elle vient de traverser 3 années très difficiles depuis la mort de leur père. Jane a vu son train de vie se réduire considérablement. Elle a dû déménager de Bath, où elle menait une existence relativement confortable, à Southampton, dans des logements de plus en plus exigus. Jane, sa mère et sa sœur s'étaient retrouvées presque entièrement dépendantes des contributions financières et de la générosité des 4 fils Austen après la mort du révérend George Austen en 1805, et elles ressentaient avec une acuité particulière ce sentiment humiliant de dépendance financière, de contrainte, de restriction, au point qu'elle se décrit dans une autre lettre comme a sister sunk in poverty, une sœur qui a sombré dans la pauvreté. En 1808, elle est toujours vulnérable, émotionnellement aussi, puisque célibataire et sans dot, donc en marge du marché matrimonial de la gentry, et en attente d'un logement pérenne qui lui permettrait de donner à nouveau libre cours à sa créativité, alors qu'elle n'a encore rien publié. Et on connaît le célèbre constat fait par Virginia Woolf en 1929 dans A Room of One's Own, son éloquent plaidoyer en faveur du droit des femmes, je cite, « A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction ». Contrairement à Woolf, Jane Austen n'aura pas d'héritage providentiel pour la sortir de la pauvreté, pour lui procurer une rente, synonyme d'insouciance, mais elle connaîtra une certaine sécurité une fois logée à Chawton Cottage dans le Hampshire, également sur les terres de son frère Edward Knight, ce qui lui permettra non seulement de reprendre ses 3 premiers romans, mais aussi de composer le reste de son œuvre. Alors, en juillet 1808, Jane part donc pour Godmersham et ce séjour est particulièrement bienvenu puisqu'il lui permet de vivre une certaine parenthèse enchantée où elle va pouvoir se délecter de nourritures qui sortent de l'ordinaire, French wine et puis des bonnes glaces, des bons sorbets. Et surtout, cela va lui permettre d'échapper un temps à son quotidien fait de calculs d'apothicaire, bien nécessaire afin de gérer au mieux un budget domestique contraint, synonyme de toujours plus de restrictions. Et ce qui est frappant dans la citation que j'ai choisie comme titre est ce désir de Jane Austen de se retrouver above vulgar economy, c'est-à-dire délivrée de tous ces tracas financiers, de ces questions économiques si bassement matérielles et si tristement réalistes qui plongent son quotidien. Or, à partir du moment où elle pourra retravailler ses romans et les publier, son œuvre romanesque ne parlera presque que de ces supposées vulgaires questions économiques, que ce soit en lien avec la gestion du budget domestique, la transmission de l'héritage, le montant de la dot et donc la question surplombante du mariage, au point que le poète William H. Auden écrira en 1937 les vers suivants. Je cite, « It makes me most uncomfortable to see an English spinster of the middle class describe the amorous effects of brass, reveal so frankly and with such sobriety the economic basis of society. » Mais comme l'écrit aussi Jane Austen dans Northanger Abbey, malgré tout ce que les romanciers peuvent dire, on ne peut rien sans argent. Malgré tout ce que les romanciers sentimentaux peuvent dire. On ne peut rien sans argent. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. D'autant que l'argent reste la clé de bien des comportements et le moteur des intrigues romanesques. Par ailleurs, lorsqu'elle aborde ces questions financières, il s'agit moins d'être simplement trivial ou prosaïque que de révéler et surtout de questionner tout le fonctionnement d'une société dont l'organisation même ne laissait aux femmes qu'un maigre accès à l'argent du fait des procédures patriarcales de transmission du patrimoine qui, comme on le sait, privilégiaient la branche masculine avec la primogéniture et l'entail, la substitution d'héritage. À une époque où la terre représentait l'une des plus importantes sources de revenus,
et surtout l'une des plus stables, notamment après le passage des Corn Laws protectionnistes en 1815, ce sont bien les hommes qui sont propriétaires fonciers. Et à partir du moment où les femmes se marient, elles deviennent la propriété de leur époux. On connaît tous la citation de William Blackstone dans ses Commentaries on the Laws of England, publié en 1765. Je cite, « L'être même ou l'existence légale de la femme est suspendu tout le temps du mariage, ou tout au moins, il est incorporé et intégré à celui de son mari. C'est sous l'aile la protection et la garantie de celui-ci qu'elle exécute tout. L'homme et la femme ne font donc qu'un, mais cet un est le mari, puisque presque tout ce qui est à elle est à lui, alors que ce qui est à lui n'est jamais à elle. » Et c'est ce cadre juridique qui régit aussi les situations romanesques, puisque le pouvoir masculin se décline sur les plans économiques, religieux, mais aussi sexuels, mettant donc les femmes sous tutelle. Quant à l'argent liquide, qui circule entre les maris et les femmes sous la forme de pin money, ce n'est que de l'argent de poche. Comme l'explique Amanda Vickery dans Women and the World of Goods, les femmes de la gentry n'exercent qu'un contrôle routinier sur la gestion du budget domestique, alors que les épouses de commerçants d'un statut inférieur ont un accès beaucoup plus direct à l'économie et beaucoup plus d'agentivité. Mais plus d'agentivité signifiait aussi une prise de risque plus importante, car la gestion du budget n'était pas une tâche anodine. Il fallait à tout prix se prémunir des dettes pour éviter la prison. Contrairement à Simmel, qui concevait l'argent comme, je cite la citation que Martial avait citée à l'inauguration du colloque, la seule création culturelle qui soit de pure énergie, qui se soit complètement abstraite de son support matériel, n'étant plus qu'absolu symbole. On note que Jane Austen et d'autres consoeurs romancières comme Frances Burney ou bien Mary Wollstonecraft étaient-elles douloureusement conscientes de la matérialité de l'argent, qu'il s'agisse de l'incarnation de la richesse dans la propriété foncière ou dans d'autres marqueurs tangibles de statut qu'elles ne pouvaient guère s'offrir. Alors, j'en viens maintenant à la question de la représentation de l'argent dans les romans écrits par les femmes dans les dernières décennies du XVIIIe siècle. Et plutôt que de parler de romans avec le terme français, je devrais plutôt parler de novels, ce genre nouveau, comme son nom l'indique, qui émerge en Angleterre avec Defoe et qui se développe tout au long du XVIIIe siècle, portant une attention particulière à la réalité empirique, aux choix économiques, donc à la riche substance des choses concrètes. Car le novel est très lié à l'essor des middle classes, au pluriel, compte tenu de leur diversité. Et les middle classes représentent un nouveau public en quête d'un statut social supérieur, mais aussi d'un genre susceptible de refléter leur propre représentation et surtout d'articuler leurs ambitions, leurs aspirations économiques et sociales. Tout au long du XVIIIe siècle et au-delà, le novel se décline en différents sous-genres, dont certains ont une piètre réputation, comme le roman sentimental et son avatar, le roman gothique, avec leurs exagérations et leurs invraisemblances. Et ces deux déclinaisons vont justement attirer les femmes, notamment, à la fois en tant que public et en tant que romancières. Entre 1770 et 1813, on compte près de 1300 titres nouveaux grâce à l'essor des bibliothèques de prêt et des imprimeurs libraires éditeurs tels William Lane, fondateur de la Minerva Press. Dans ses romans gothiques qu'il produit en série, en employant des romancières mal rémunérées, la terreur provient certes du surnaturel, des ruines hantées et du macabre, qui sont les ressorts principaux du gothique, mais l'origine de l'oppression et des malheurs des personnages féminins vient avant tout de leur situation de dépendance économique, de leur impuissance sur le plan légal et financier.
Outre l'atmosphère sensationnelle, l'autre ressort de la terreur à l'œuvre dans tous ces romans, marqués par le paradigme commercial, était donc de nature économique, puisque les figures féminines y sont invariablement victimes de personnages masculins imprévoyants ou irresponsables. Donc, dans les romans de Charlotte Smith, de Charlotte Lennox, d'Eliza Parsons, d'Anne Radcliffe, peut-être plus connue, les questions d'argent sont donc invariablement représentées sur le mode du manque, de la dépossession et de la brutalité des revers de fortune qui affectent et affligent les héroïnes. Les femmes sont terrorisées, bannies parce qu'elles sont démunies financièrement, reflétant peut-être ainsi et aussi la situation économique paradoxale des dernières décennies du XVIIIe siècle, marquée à la fois par une forte inflation dans un contexte de longue guerre continentale et par une forte émulation entre classes sociales en termes de consommation. Cette absence de pouvoir et d'indépendance économique des héroïnes faisait ainsi douloureusement écho au statut même de leur créatrice, puisqu'à l'instar de sa consoeur Charlotte Smith, Eliza Parsons s'était tournée vers l'écriture en raison d'une situation financière désespérée, comme elle l'explique par une formule à la voix passive, ce qui est très révélateur, dans une lettre où elle sollicite même l'aide financière du Royal Literary Fund. Je la cite, « I was compelled by dire necessity to become an author ». On retrouve cette marginalité économique des personnages féminins dans les 3 premiers romans de Jane Austen, donc Northanger Abbey, Sense and Sensibility et Pride and Prejudice, avec des héroïnes victimes de leurs conditions de femmes, comme les demoiselles Dashwood dans Sense and Sensibility, chassées du bien nommé domaine de Norland, et on entend dans Norland, on entend No Land, puisque les femmes n'ont pas d'accès à la terre, chassées donc de ce domaine à la mort de leur père pour laisser la place à l'héritier, le demi-frère, et à sa cruelle épouse. Signe qu'il n'existe guère de solution à cette problématique du mariage d'une héroïne aussi impécunieuse et mal dotée qu'Elizabeth Bennet dans Pride and Prejudice, Jane Austen a recours à la stratégie de la romance pour faire advenir son dénouement, le happy end que l'on connaît tous, digne du conte de fées quand Elizabeth réussit à épouser Darcy et surtout ses 10 000 livres de rente, puisque la première partie du roman, qui, elle, participe d'une économie réaliste, ne fait que bloquer l'histoire d'amour. Dans une économie réaliste, où il existe un fossé infranchissable entre l'économie financière du mariage et l'économie des sentiments, le mariage d'Elizabeth et de Darcy est frappé d'impossibilité. Seule la romance peut venir remédier à cette stase narrative et à cet échec inhérent à l'économie réaliste. Mais chez Jane Austen, l'ironie prévaut et le happy end a aussi un prix, et toujours un prix, signe que la romance n'est qu'un recours illusoire, car si Elizabeth a bien gagné le gros lot avec Darcy, son argent et Pemberley, elle en perd aussi sa voix et le roman se clôt sur l'image d'une prison dorée où l'on voit Elizabeth qui va passer le restant de son existence à tourner autour du parc de Pemberley. Les premières décennies du XIXe siècle sont en revanche marquées dans les romans écrits par les femmes par une évolution très nette de ces représentations. On passe de la victimisation des femmes du fait des conditions économiques et légales à des représentations beaucoup plus inspirantes et plus gratifiantes, marquées par une certaine agentivité. Une fois encore, cela est très net dans l'œuvre de Jane Austen, dont les 3 derniers romans explorent cette relation beaucoup plus heureuse des femmes à l'économie. Dans Emma, l'héroïne, Emma Woodhouse, est représentée dès l'incipit comme handsome, clever and rich. Elle a donc les moyens de ne pas se marier et de n'en faire qu'à sa tête. Elle est d'ailleurs absolument insupportable. Et dans Persuasion, les femmes sont de bien meilleurs gestionnaires, de bien meilleures intendantes que le baronnet qui conduit son domaine à la faillite. Donc ce nouveau pouvoir économique des figures féminines et donc cette nouvelle conscience économique permettent aussi à la romancière de transcender le cadre étroit du roman domestique pour évoquer des problématiques plus vastes, comme la gestion du domaine foncier,
métaphore de la gestion de la nation dans son ensemble, ou encore dans Mansfield Park, le commerce des esclaves, l'un des fondements de l'économie impériale britannique. Or, il semble que cette transition vers des figures féminines de plus en plus en prise avec l'économie doit beaucoup à l'œuvre d'une romancière et écrivaine, Maria Edgeworth, que Jane Austen admirait et dont les multiples écrits à vocation pédagogique ont sensibilisé plusieurs générations de lecteurs à l'importance de la gestion du budget domestique, mais pas seulement, puisque ces écrits se trouvent aussi au croisement de différentes disciplines, littérature au sens large, économie politique, dont Maria Edgeworth était férue grâce à l'éducation de son père, Richard Lovell Edgeworth, et de son cercle d'amis, les grands industriels des Midlands, tels que Wedgwood ou bien Matthew Boulton. Avec Maria Edgeworth, les femmes comprennent qu'elles peuvent se hisser bien au-dessus des vulgaires questions économiques pour embrasser l'économie en tant que discipline, participer activement à la gestion du domaine familial d'Edgeworthstown, le domaine des Edgeworth, et Maria elle-même avait été formée sur le terrain. Elle était l'intendante et la comptable de son père. Et il ne s'agissait rien moins que d'augmenter les rendements en rationalisant la gestion du domaine, tout en améliorant le sort des locataires et en contribuant, si possible, à l'essor économique de l'Irlande. Donc, il y a un lien évident ici entre le domestique et le politique au sens large, comme dans l'analogie établie par Edmund Burke entre la gestion du domaine et la préservation de la Constitution et de la nation. Maria Edgeworth voit la société comme une communauté de destin et de richesse, un commonwealth, donc au sens propre, un tout organique qu'il fallait préserver. Et dans The Absentee, publié en 1812, elle dénonce par exemple les méfaits liés à l'absence des propriétaires terriens anglo-irlandais sur leur domaine. L'accent est donc mis sur la nécessité d'éduquer les classes dirigeantes afin qu'elles aient conscience de leur rôle social. Mais Maria Edgeworth n'hésite pas non plus à critiquer l'indolence et le manque d'ambition de la paysannerie irlandaise. Son approche plus objective, plus documentaire des réalités économiques, puisqu'elle a lu Adam Smith, Arthur Young, sera reconnue par les romanciers victoriens comme George Eliot, et lorsqu'on lit Middlemarch, on comprend que l'omniprésence des réalités pécuniaires reflète les profondes transformations économiques et sociales qui certes marquèrent les premières décennies du XIXe siècle, mais ce reflet n'a rien de gratuit puisqu'il se double d'une critique profonde de la corruption grandissante des mœurs sous les effets conjugués du matérialisme et du capitalisme en pleine révolution industrielle. Comme Maria Edgeworth, George Eliot n'était pas hostile à une forme d'évolution, ni à l'argent en soi, puisqu'elle ne le voyait pas comme un objet de méfiance ou de réprobation, mais pour cette conservatrice de progrès, comme George Eliot se définissait elle-même, qui célébrait la valeur de la communauté et des structures traditionnelles, toute déchirure soudaine du tissu social était une source d'inquiétude, d'où cette représentation du pouvoir de l'argent comme source de fascination potentiellement délétère et porteuse de déviance, susceptible de miner la famille autant que la société. Et pour revenir à Maria Edgeworth, c'est en tout cas son intérêt pour les difficultés politiques et économiques de l'Irlande qui a inspiré Walter Scott et qui a incité Walter Scott à devenir le romancier de l'Écosse. Donc, pour conclure, on peut dire que Maria Edgeworth inspirera également Jane Marcet après leur rencontre à Londres en 1813, autre grande vulgarisatrice en économie politique, dans ses Conversations on Political Economy que Jane Marcet publie en 1816, donc 3 ans après avoir rencontré Maria Edgeworth, et elle-même est en lien avec Harriet Martineau. Donc, on voit que par la multiplicité de leurs écrits sur l'argent et la diversité générique de ces écrits, toutes ces auteurs ou romancières sont à l'origine d'une conversation intergénérationnelle et intergénérique sur l'argent au sens large, par écrit interposé, jusqu'à George Eliot et en passant par Gaskell. Donc, de même que, alors même plutôt que le poète lauréat Robert Southey avait expliqué à Charlotte Brontë
que, je cite, la littérature ne pouvait être et ne saurait être l'affaire de la vie d'une femme, et l'affaire dans le sens de business, mais aussi dans tous les sens du terme, hein, on voit que ces différents auteurs, ces différentes romancières se sont emparés de la thématique financière et économique pour la faire évoluer dans une triple perspective, faire œuvre de pédagogie en familiarisant leurs contemporaines avec des montants précis et des représentations cadrées de l'économie domestique, mais pas limitées à cette microéconomie domestique, conférer une nouvelle respectabilité au genre romanesque en aiguisant le discernement économique et le jugement du lectorat, et par la représentation de femmes plus activement engagées dans l'économie, légitimer ainsi leur activité de romancière et d'auteur au sens large, voire la professionnaliser en gagnant leur propre argent, ce qui les soustrayait, heureusement, à ces vulgaires questions d'économie. Et j'en ai terminé.